Nous allons revenir à Agnès, donc. Et je pense qu'un certain nombre de choses qui viennent d'être dites vont trouver des illustrations dans ce que tu vas nous dire maintenant, puisque ton idée, c'est de comparer le programme d'instruction morale de 2011 et celui de 2015, et de faire voir la différence, et notamment la différence de philosophie, donc la différence de stratégie, parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire qu'il n'y a plus de projet, on ne sait plus ce que c'est que le projet national. C'est une question à regarder de plus près quand on regarde ce qui se passe non seulement dans l'enseignement, mais dans toute une série d'autres domaines, dans le domaine social, dans le domaine... voilà. On voit bien qu'il y a aussi une tendance, une trajectoire, et que derrière, il y a quand même des intérêts et des projets qui se profilent, me semble-t-il. Agnès, à toi. Alors, bon, j'espère que vous n'aurez pas l'overdose d'Agnès Perrin. Donc, parce que j'ai l'impression de monopoliser un peu la parole. Effectivement, moi, je vais aussi présenter mon parcours, puisque ma voisine l'a fait. On m'a présenté comme maître de conférence. Mais j'ai moi aussi été institutrice formée à l'école normale, d'instituteurs avant les professeurs des écoles, donc on est quand même quelques dinosaures dans cette assemblée. Et je connais bien cette maison de l'éducation nationale puisque je la sers depuis plus de 30 ans. Et je l'ai servie dans tous les maillons de la chaîne, premier degré, second degré, université. J'ai pas tout à fait la même vision que ma voisine de droite, même si je partage beaucoup de choses de tout ce qu'elle a dit. Moi, j'essaie d'être optimiste, ne serait-ce que parce que j'ai encore quelques années à former des enseignants, et que si le pessimisme me gagne, on est foutu. Puis je vois dans l'Assemblée un directeur d'école supérieure de professorat de l'éducation, donc je me dis qu'il faut qu'on reste optimiste, et il se passe quand même des choses. Voilà. Alors, j'ai proposé effectivement à l'équipe qui a préparé le colloque de regarder 2 programmes. Un qui s'appelle bien Instruction morale pour l'école primaire, publié en 2011 au bulletin officiel, et l'autre qui a détrôné celui-là, qui s'appelle Enseignement moral et civique, qui a été publié en 2015 et qui concerne du cycle 2 qui va du cycle 2 au cycle 4, c'est-à-dire du CP à la 3e. Puis après, il y a un autre programme, mais bon, je vais évoquer ces 2-là. Ce que je voudrais interroger, en fait, c'est 2 philosophies politiques différentes, puisque c'est aussi le moment de faire, comme l'a dit Françoise Laborde dans son propos introducteur, de faire une espèce de bilan autour des questions de laïcité sur les 5 dernières années, et de s'interroger sur qu'est-ce qui a été mis en place, quelles sont les limites de ce qui a été mis en place. Alors déjà, les 2 termes sont très différents. Parce que pour le coup, instruction morale pour l'école primaire, qui est le texte qui a révisé le texte précédent, eh bien, un texte qui visait un travail autour des savoirs et de la manière de concevoir une attitude au regard des savoirs et au regard de l'enseignement moral. Il est dit dans ce texte qu'il est effectivement laïque. Aucun texte ne pourrait être publié dans une république laïque s'il ne s'affirmait pas comme respectueux des valeurs laïques. Mais il est dit clairement qu'il s'agit de dispenser des connaissances et un savoir, et qu'il s'agit de dispenser des connaissances et un savoir, cette formation étant dissociée de la formation à la citoyenneté. Ce sont deux éléments qui marchent en parallèle et non pas qui marchent ensemble. Et il est dit dans le texte 2011 que cette instruction n'est pas destinée à former le citoyen, elle est destinée à s'occuper de la personne et de sa liberté individuelle. C'est une première source d'interrogation pour moi, et c'est par là que j'ai commencé à vraiment m'interroger. C'est pour ça que je reviens sur ce texte, parce qu'il est quelque part
fondateur de deux pensées différentes. Hein. Et effectivement, il y a le texte 2013 que j'ai complètement mis de côté dans mon intervention parce que je pense qu'il est transitoire et il n'a pas duré. Voilà, c'est ce qu'on se disait en aparté. Il n'avait juste comme vocation de faire sauter celui de 2011 très vite. Pour des raisons qu'on va essayer de montrer. Voilà, et comme c'est Papillon qui est resté... Alors, ce qui sous-tend la morale dans le texte de 2011, et c'est bien un projet de société. Hein. Je pense qu'il faut vraiment l'entendre. Après, chacun fait son choix. Hein. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer politique. Je suis en train de juste donner des éclairages. Hein. Ce qui sous-tend ce texte, c'est l'idée que le bien et le mal sont des valeurs fondatrices. Ça me paraît heureux et normal. Mais que ces valeurs fondatrices doivent être dites et enseignées. Et c'est là où je m'interroge. Je m'interroge avec mes 30 années de formation des maîtres, de formation des élèves et des maîtres, c'est-à-dire de formation de 2 à le plus âgé de mes stagiaires doit avoir 49 ans. Voilà. Donc, ça fixe aussi ce cadre-là. Hein. Pourquoi ? Parce que le texte de 2011 pose, je crois, dans une tradition fantasmée de l'école, et je dis bien une tradition fantasmée de l'école, je le montrerai après, pose l'idée que la morale s'enseigne à partir de maximes qui fixent le bien et le mal, qui fixent le cadre. Alors, évidemment, la littéraire que je suis va aller chercher les fables, les contes, tous ces textes qui sont des textes dits moraux, qui ont une vertu d'apprentissage et d'enseignement. Hein. Et on va présenter cette maxime pour dire aux enfants quelle est la voie du bien et du mal. Et donc, il s'agit de construire, d'instruire, hein, donc fortement, de construire uniquement une réflexion sur ces deux questions. Mais une réflexion dénuée, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris le texte, c'est comme ça que je l'ai vu appliquer, dénuée de contextualisation des situations. Et toute la problématique est là. On va prendre comme exemple le mensonge. Le mensonge, c'est quand même un exemple d'actualité qui traverse notre société de part en part en permanence. On parle même de pieux mensonge. Le mensonge est-il du côté du bien ou est-il du côté du mal ? Ça dépend. Tout est relatif. Pourquoi ? Alors je vais me situer au niveau avec lequel je me situe avec mes futurs professeurs des écoles et avec mes stagiaires professeurs des écoles, qui vont être amenés à lire par exemple le Chaboté. Je trouve qu'on devrait relire, peut-être même ici, le Chaboté. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du Chaboté ? D'abord, il y a une histoire au départ d'inégalité. D'inégalité. Parce qu'il y a la loi salique qui s'applique. Un meunier donne à son aîné à peu près tout ce qu'il possède, en tout cas de quoi survivre, un moulin. Il donne au cadet, me semble-t-il, de mémoire, je ne l'ai pas relu, mais vous m'arrêtez si je me trompe, l'âne. Et au petit dernier, qui n'a juste pas eu de chance parce qu'il est né le dernier, le chat. Voilà. Et ce meunier se dit, ce fils de meunier se dit, ah ben moi j'ai rien. Et comment je vais survivre ? Ben quand j'aurai plus rien, quand je trouverai plus à manger, je tuerai mon chat, je le mangerai, et je vendrai sa peau, et ça me fera vivre quelque temps. Et évidemment, le chat ne l'entend pas de cette oreille. Et que fait le chat ? Eh bien, le chat ment en permanence. Alors, on n'appelle pas ça mensonge, on appelle ça ruse. C'est toute la différence. Hein. Voilà. Et il fait tout un tas de mensonges au roi, hein, il transforme son maître en marquis de Carabas, etc., etc. Voilà. Donc, quand on travaille sur le Chaboté avec une classe, est-ce qu'on dit le bien du mensonge ou le mal du mensonge qu'il faut éviter ? Toute la question est là. Voilà.
Donc le programme 2015, lui, se pose pose les choses en des termes bien différents. Alors on est bien d'accord que c'est un texte, et que la question après, vous l'avez évoqué, c'est l'opérationnalisation de ce texte dans la classe. On en parlera peut-être cet après-midi avec des exemples. Hein, mais c'est un texte, mais qui me semble au moins, je suis plus à l'aise pour former avec ce texte, en fait. Parce que j'ai des choses à dire à mes étudiants. Il dit qu'il s'agit, d'abord, il associe complètement morale et citoyenneté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se substituer aux parents, parce que quand même l'éducation morale d'un enfant, elle est du ressort aussi de ses parents et de sa vie familiale. Hein. Il ne s'agit pas de se substituer aux parents, il s'agit d'instituer une réflexion morale dans le cadre de la vie sociale et de la vie citoyenne. Je crois que c'est cette association des deux termes par la préposition « est » qui est bien copulative, associative, hein, est fondamentale. Ensuite, qu'est-ce que dit le texte ? Finalité, loin de l'imposition de dogmes et ou de modèles de comportement, voilà, l'enseignement moral et civique vise l'acquisition d'une culture morale et civique, hein, et d'un esprit critique. C'est bien ce dont je viens de parler en évoquant la question du chat botté, parce que le débat sur le chat a-t-il bien fait de mentir ou a-t-il mal fait de mentir, on peut le poser et on n'aura jamais de réponse totale. Chaque individu va trouver sa propre réponse. C'est ça la force des contes. Hein. Et d'un esprit critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement conscients de leur responsabilité dans leur vie personnelle et sociale. Je crois que toute la différence de philosophie entre les deux textes est contenue dans cette phrase-là. Il ne s'agit pas de montrer la voie du bien et du mal, il s'agit de montrer à chaque élève, et plus exactement, d'amener chaque élève à s'approprier ces questions et à les réfléchir et à les discuter. Donc on est bien dans la perspective que j'évoquais ce matin dans mon propos introducteur, hein, dans une perspective humaniste et universaliste. Et puis, encore une minute ou deux, hein, avant de vous passer la parole, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, il est encore dit qu'il n'est ni une simple exhortation édifiante, qui est l'exhortation édifiante, c'est la morale transcendante. La morale religieuse est une exhortation édifiante. Il y a un texte qui dit le bien et qui dit le mal. Hein. Ni une transmission magistrale de connaissances et de valeurs. On revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Alors pour ça, et je vais aussi évoquer les difficultés d'application de ce texte, d'abord pour ça, il faut rappeler que ce texte ne peut pas être pris isolément, parce que ce qui est intéressant dans ce projet de rénovation de l'école, engagé dès 2012, c'est la rénovation d'un ensemble de textes qui sont dissociés dans les publications, c'est dommage, qui sont en fait à articuler complètement. Le socle commun de connaissances, de compétences et, c'est la première fois que c'est posé, de culture. La rénovation des programmes d'enseignement, la rénovation du programme d'enseignement laïque, moral et civique. Alors il s'appelle enseignement moral et civique, et à mon avis c'est pour qu'il ne soit pas discuté, hein, mais il est clairement dit dans le propos, dans le préambule, que c'est un enseignement qui est laïque, et ce que je viens de lire montre bien que ça ne peut pas être autrement qu'un enseignement laïque, puisqu'il est adogmatique, et ce n'est pas, pour reprendre ce que disait Nadia Gertz tout à l'heure, un enseignement d'une morale laïque, qui serait peut-être une morale dogmatique. C'est bien l'enseignement qui doit être laïque, hein, je reviens à la question des adjectifs, hein, et à mettre en parallèle avec les parcours citoyens, parcours scientifiques, parcours artistique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une autre conception, une autre articulation. Les limites, je m'arrêterai sur les limites,
vous les avez bien évoquées. Les limites, c'est la réalité du temps dont on dispose dans la formation des enseignants. 1 an, en fait 2 ans. 2 ans parce qu'un Master 1 et un Master 2, mais la première année est pratiquement entièrement dévolue à la préparation d'un concours. Alors certes, avec des questions professionnalisantes, mais où l'attention des étudiants est polarisée sur le concours, parce qu'il faut réussir les concours. Voilà. Et la deuxième année est une année de formation professionnelle, où la moitié du temps est passé sur le terrain. Pour ceux qui ont enseigné, vous savez que la moitié du temps sur le terrain, dans une pratique de classe, c'est pas 50%, c'est 100%. Parce qu'il faut préparer sa classe et que c'est très compliqué quand on débute. Et l'autre moitié est passée à la formation théorique et au regard sur la formation pratique. Donc c'est très peu de temps. Voilà. Je crois qu'il faut poser déjà ce cadre-là. Le deuxième point, c'est, je crois, la volonté, et Michel Dussault s'en était expliqué, ce n'était pas le projet au départ, c'est la volonté d'avoir institué un temps dédié à l'enseignement moral et civique, c'est-à-dire une demi-heure de mémoire, une demi-heure à l'école élémentaire, 1 heure au collège et au lycée, alors que c'est un enseignement qui est totalement transversal. Moi, je dis à mes étudiants, l'enseignement de la littérature, ça ne sert à rien d'enseigner la littérature, si ce n'est à enseigner la morale, c'est-à-dire une réflexion, à développer l'esprit critique des élèves, à enseigner ces positions, cette éthique du questionnement. Donc, bien sûr, le professeur d'histoire, géographie et traditionnellement d'éducation civique va porter une partie de ce texte, notamment toute la partie qui concerne la règle et le droit, mais le professeur de sciences, quand il pose l'éthique des savoirs, quand il pose l'éthique de la recherche, quand il pose la suprématie du savoir sur le croire, eh bien dans un enseignement moral. Donc je crois que pour moi, la grande limite de ce texte, elle est là. Elle est là parce que elle conduit les appareils, et je parle bien des appareils des forces de l'éducation nationale interne, aussi bien des forces politiques, syndicales que des calcifications professionnelles, à le réduire à une expression, et là je vous rejoins, qui n'est pas une expression qui fera avancer la laïcité. Voilà, je vous remercie.